Salut tout le monde, je m'appelle Sandra Guimarães, je suis une militante antispéciste, anarchiste, lesbienne, fille et petite-fille de paysans sans terre et je viens du nord-est du territoire colonisé qu'on appelle le Brésil. Je fais partie de l'UVA, l'Union végane d'activisme, un réseau créé ici dans le nord-est il y a 4 ans et qui connecte aujourd'hui 40 collectifs antispécistes et anticapitalistes sur tout le territoire. Je voudrais vous parler du contexte politique au Brésil, des particularités de la lutte antispéciste ici et de comment on construit, avec les camarades de l'UVA, un mouvement vegan qui fait sens dans notre territoire. L'UVA est né en 2018, l'année où Bolsonaro a été élu président. Et depuis, on se bat contre sa machine de destruction et de mort, qu'on appelle d'ailleurs la nécropolitique. L'UVA est né en 2018, l'année où Bolsonaro a été élu président. Et depuis, on se bat contre sa machine de destruction et de mort, qu'on appelle d'ailleurs la nécropolitique. Pendant son gouvernement, le Brésil a reculé de plusieurs décennies, sur tous les plans. Mais je voudrais vous parler des 2 aspects les plus visibles de sa nécropolitique, l'écocide et le nutricide de la population. La déforestation en Amazonie a avancé à une vitesse jamais vue. Depuis des années, les scientifiques nous disent que si on détruit 25% de la forêt amazonienne, elle devient incapable d'entretenir ses propres pluies et la sécheresse la transformerait en une sorte de savane. On appelle ça le point de bascule. Malheureusement, on l'a atteint l'année dernière. On a déjà déforesté 26% de la forêt amazonienne et elle n'est plus un puits de carbone. Maintenant, elle émet plus de CO2 qu'elle n'absorbe. Et la déforestation ne se fait pas sans le génocide des peuples indigènes. Et tout ça pour faire de la place à l'élevage bovin et à la monoculture de soja, qui est aussi utilisée pour nourrir les animaux élevés pour devenir de la viande. L'agrobusiness est responsable de 84% de la déforestation au Brésil. Pour vous donner une idée, la zone couverte par le soja au Brésil aujourd'hui est plus grande que l'Italie. La zone utilisée pour les cultures qui servent à nourrir la population, comme les haricots et le riz, diminue, alors que la zone couverte par le soja augmente. Et qui mange tout ce soja ? 75% du soja cultivé au Brésil est utilisé pour nourrir les animaux qui seront ensuite mangés par certains humains. Et je dis certains humains parce que presque tout le soja cultivé ici est exporté. Selon un rapport publié en janvier par la WWF, une personne européenne consomme plus de 60 kg de soja par an, 90% à travers les produits d'origine animale. En Europe, dans un œuf, qui fait 55 grammes, il y a 26 grammes de soja. Dans 1 kg de fromage, il y a 240 grammes de soja. Dans 1 kg de porc, il y a 410 grammes de soja. Dans 1 kg de saumon d'élevage, il y a 950 grammes de soja. Et dans 1 kg de blanc de poulet, il y a 960 grammes de soja. Et une bonne partie de ce soja vient du Brésil. En France, par exemple, 60% du soja donné aux animaux est brésilien. Dans les produits d'origine animale fabriqués en Europe, il y a une partie de l'Amazonie et il y a aussi du sang des peuples indigènes. C'est la colonisation par l'assiette. Il est impossible d'avoir un régime traditionnel français avec des produits laitiers à tous les repas, avec 85 kg de viande consommée par an par personne, c'est la moyenne en France, sans coloniser nos territoires, sans épuiser nos écosystèmes et sans détruire la vie ici. Pendant ce temps, la faim augmente chez nous. On est le 3e plus grand producteur d'aliments au monde, alors que plus de 33 millions de Brésiliens et Brésiliennes souffrent de la faim. 60% de la population brésilienne se trouve en situation d'insécurité alimentaire, c'est-à-dire n'a pas assez de nourriture pour entretenir sa santé. On appelle ça la faim cachée. Et la faim au Brésil a un genre, une adresse et elle est racisée. Elle touche principalement les personnes noires, les femmes, surtout celles qui élèvent seules des enfants, les paysans et les paysannes sans terre du Nord-Est, les peuples indigènes qui vivent dans la périphérie des grandes villes. C'est pour ça qu'on parle de nutricide. Il s'agit d'un projet politique qui tue, à petit feu, la partie la plus marginalisée de la société. Pour construire la lutte antispéciste au Brésil, il faut prendre tout ça en considération. Il faut résoudre plusieurs problèmes dans la structure sociale, comme le racisme, le colonialisme, la concentration de terres, pour pouvoir créer les conditions matérielles nécessaires pour qu'un projet de société antispéciste soit possible.
Notre mot d'ordre à Louvre, c'est de la terre pour planter et des plantes pour manger. Parce qu'au Brésil, 50% des terres appartiennent à moins d'1% des propriétaires terriens. Les immenses exploitations de terre utilisées pour la production de commodities pour l'exportation, surtout le soja et la viande, empêchent les paysans et paysannes d'avoir accès à la terre et de planter de la nourriture. Sans réforme agraire, on ne pourra pas changer le système de production alimentaire, on ne pourra pas produire assez de plantes pour nourrir la population. Et sans sécurité alimentaire, les personnes ne peuvent pas choisir d'arrêter de consommer des animaux. On ne peut pas choisir ce qu'on mange quand on a faim. Et on a besoin de la solidarité de nos camarades en Europe. La France doit arrêter de participer à la colonisation de l'Amazonie, du Brésil, arrêter d'importer du soja brésilien, boycotter les produits d'origine animale. Il faut changer votre façon de manger en France pour qu'on puisse avoir à manger au Brésil. Ce message est aussi un appel à la solidarité nord-sud. L'internationalisme passe aussi par l'assiette. De notre côté, on voit dans le véganisme une façon de décoloniser notre alimentation ici. Les vaches, cochons, poules, moutons, chèvres ont été amenés sur notre territoire par les envahisseurs européens. Les colonisateurs ne voulaient pas manger comme les natifs. Ils voulaient continuer à manger ce qu'ils mangeaient en Europe, ce qui a créé une hiérarchie entre la nourriture du colon, noble, d'origine animale, et la nourriture du colonisé, inférieure et d'origine végétale. Mais ces espèces, surtout les vaches, ont aussi été utilisées pour coloniser l'intérieur de terre. Et c'est toujours le cas. Les vaches sont toujours utilisées comme un outil de colonisation en Amazonie et dans d'autres régions au Brésil, où vivent des communautés traditionnelles, des peuples indigènes et des quilombolas. Quand on mange des produits d'origine animale, on donne un peu plus de pouvoir à l'agrobusiness qui va ensuite détruire la forêt pour planter du soja à la place. Quand on met de la viande sur la table, on met des vaches sur le territoire indigène. Mais quand on mange des aliments qui font partie de notre culture alimentaire ancestrale, du manioc, de la patate douce, des haricots, des cacahuètes, du maïs, non seulement on se nourrit d'une façon véritablement éthique et écologique, comme on soutient aussi l'agriculture paysanne. Au Brésil, 70% des aliments qu'on mange viennent des petites exploitations familiales, alors que 99% de la viande consommée dans le pays vient de l'élevage industriel. Nous, qui faisons partie des 40 collectifs liés à Louvre, défendons un changement radical de système de production alimentaire au Brésil, avec la réforme agraire et l'agroécologie au centre de notre projet politique, pour que toutes les personnes ici aient accès à une nourriture saine, de qualité et en quantité suffisante. Aujourd'hui, au Brésil, on élève une vache par hectare. Cette vache est abattue au bout de 3 ans et elle produit en moyenne 250 kg de viande. Sur ce même hectare, on peut faire de la monoculture, planter du soja par exemple, et avoir au mieux 16 tonnes de grains par an en utilisant beaucoup de pesticides et d'engrais chimiques, ce qui appauvrit le sol. Mais si on utilise ce même hectare de terre pour planter dans un système agroécologique, on peut alors produire 50 tonnes d'aliments variés en 1 an. Et si on combine l'agroécologie et l'agroforesterie, on peut obtenir jusqu'à 70 tonnes d'aliments par an sur un seul hectare, tout en préservant le sol et en créant de la biodiversité. On participe aussi à la construction d'un changement social qui cherche à valoriser la nourriture végétale, parce que quand on considère que notre alimentation traditionnelle est inférieure, on considère que nous-mêmes, on est inférieurs. L'estomac est un territoire en dispute et on nous colonise de l'intérieur. Et tant qu'on mangera comme le colon, il sera difficile de ne pas penser comme le colon. Il faut commencer par le sorti de l'estomac pour pouvoir ensuite le sortir de nos esprits, puis de nos territoires. Avec Louvre, on construit le véganisme populaire, un courant du mouvement antispéciste qui voit la lutte pour l'émancipation animale comme un outil de décolonisation et comme une partie essentielle de la lutte anticapitaliste. Pour nous, le véganisme est la pratique de solidarité politique avec les autres espèces et il doit s'articuler avec les autres mouvements sociaux parce qu'on ne peut pas avoir la libération animale sans la libération humaine. Concrètement, on construit des ponts et on fait des actions avec le MST, le mouvement de paysans et paysannes sans terre, le MTST, le mouvement de travailleurs et travailleuses sans toit, des groupes écosocialistes, l'Association nationale d'agroécologie, la section des droits animaux du Parti des travailleurs.
En ce moment, je voyage pour rencontrer les collectifs antispécistes liés à Louve, pour penser ensemble des stratégies de lutte pour ces 4 prochaines années, pour organiser le travail de reconstruction maintenant qu'on a un nouveau gouvernement. Là, je viens de rentrer de l'Amazonie et j'aimerais finir en vous faisant écouter un message de là-bas, parce que c'est tellement rare qu'on s'intéresse à ce que les militantes antispécistes du Sud disent, surtout celles qui sont loin des grandes villes et vivent dans l'Amazonie. J'ai demandé à Michelle, une camarade antispéciste de Belém, en Amazonie, ce que le véganisme voulait dire pour elle, et voici sa réponse. Partout où je vais en Amazonie, je vois des gens en lutte. Les gens se battent pour avoir leurs droits reconnus, pour ne pas disparaître, pour protéger leurs liens avec le territoire, pour que leur identité soit préservée. Et j'ai trouvé dans le véganisme un endroit qui sert de base et d'appui pour intégrer toutes ces luttes. Nos parents et nos grands-parents nous apprennent, depuis qu'on est toute petite, qu'il faut demander la permission des esprits de la forêt avant d'entrer dans une forêt, qu'il faut demander la permission de l'esprit de la rivière avant d'entrer dans une rivière. Quand on veut planter, on demande conseil à la nature. Quand on veut cueillir, on demande sa permission. Alors, quand j'ai découvert le véganisme, ça a fait sens pour moi. Nous, les Amazoniennes, on entend nos racines nous demander d'agir. C'est impossible de connaître ces forêts, d'avoir nagé dans ces rivières et de ne pas vouloir se battre pour les défendre. Parce que c'est notre vie, notre histoire, ce sont nos ancêtres, ceux et celles qui ont résisté avant nous, qui sont tombés dans la lutte et qui sont devenus la terre sur laquelle on marche maintenant. Alors quand je me demande où je vais lutter, la réponse est évidente. Je vais lutter là où il y a du respect pour tous les êtres. Et cet endroit de lutte, pour moi, c'est le véganisme. Merci aux personnes qui organisent la semaine de la pensée antispéciste pour l'opportunité de faire entendre en France des voix antispécistes du Sud. Et je suis honorée de participer, même si c'est de loin, à un événement avec Kanta Archi, dont le travail j'admire énormément. Et partout où je vais, au Brésil en ce moment, je cite ses paroles. Donc sa voix a été entendue de Porto Alegre jusqu'en Amazonie. Merci beaucoup et bonne conférence.